passer de cette page, c'est pour dire que la 5G est aujourd'hui vraiment accessible et abordable pour des utilisateurs. Donc, nous avons plutôt une habitude de basculer déjà sur le réseau 5G en ville, même en campagne, on a la couverture et on a aussi les terminaux un peu plus en bas. Donc, vous voyez des modèles qui entrent déjà dans la gamme de 250 à 500 euros. C'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup plus de terminaux pour pouvoir bénéficier du réseau 5G. Il faut encore souligner la partie B2B, c'est-à-dire les usages d'entreprise du réseau 5G, parce que nous avons vraiment, en fait, nous sommes vraiment convaincus que le 5G va avoir beaucoup d'avantages pour les usages industriels. Donc ici, vous voyez quelques exemples. Par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui de la réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc le terme métaverse est en train d'évoquer beaucoup de discussions. Donc c'est avec le réseau 5G, on arrive à vraiment faire passer des contenus en réalité virtuelle. Quand on est dans un environnement purement numérique, comme dans le film Ready Player One. Donc on a besoin du réseau pour soutenir en fait, tous ces transmissions de contenu. Et aussi, bien sûr, la télé. Donc, on arrive aujourd'hui à avoir des télévisions qui permettent la résolution de 8K et aussi même 12K qui est en train de se produire en usage. Et le robotique, bien sûr, pardon. Mais les robotiques, bien sûr, avec le 5G, donc les robots peuvent interagir entre eux et aussi interagir avec le centre de contrôle pour permettre des usages automatisés. Et dans la médecine, dans le healthcare aussi, donc on a des solutions pour utiliser 5G pour opérer un patient, etc. Et des usages industriels comprennent aussi, par exemple, dans les mines et des industries lourdes. Et à la fin, donc, les véhicules autonomes dont on a déjà parlé. Alors, pas seulement sur le réseau mobile, donc les opérateurs ont aussi à développer le marché à la maison. Donc, vous voyez ici le marché réseau à domicile. C'est aussi l'endroit où beaucoup d'innovations se présentent. Ça c'est un peu le schéma des réseaux, mais vous savez qu'avec un accès réseau, avec le Wi-Fi à la maison, avec des capteurs, on arrive aujourd'hui à proposer des technologies de maison connectées, aussi dans le grand domaine de Internet des objets. On arrive à vraiment faire entrer à la maison plus de services avec les réseaux. Ici, c'est un graphique pour vous présenter un peu comment les entreprises chinoises ont pu développer des applications pour la maison. Ça, je vais passer. Donc, la première partie est vraiment sur infrastructure qui est en fait la base de toutes les applications que l'on peut avoir aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Donc, le deuxième chapitre est intitulé Internet en Chine. Est-ce que c'est un monde à part? Donc ça, c'est pour vous présenter aussi un peu peut-être la situation aujourd'hui de l'Internet en Chine et l'Internet en dehors de la Chine, parce que l'écosystème n'est pas le même. Je vais vous expliquer. Donc, en Chine, nous avons des compagnies Internet comme Alibaba et Tencent qui arrivent à être vraiment, à devenir géants en Chine pour proposer tous les services. Ils sont en train d'aller à l'étranger aussi pour développer les services de contenu et paiement, etc. Mais leurs marchés principaux, c'est encore la Chine. Et un deuxième facteur pour dire que est-ce que c'est un monde à part, c'est la question sensible de censure. Je pense que vous devez déjà entendre parler de ça. Mais ce que je voudrais vous présenter, c'est les applications Internet, les applications innovantes
qui a beaucoup changé notre vie pour permettre des nouveaux usages. Alors, ici, on voit comment dire, en général, les internautes chinois passent, pardon, j'ai un petit truc qui cache le chiffre, donc c'est 26,9 heures par semaine sur Internet. Ça me paraît beaucoup. Je ne sais pas, est-ce que vous sentez la même chose ou pas? Peut-être passer beaucoup de temps sur l'Internet aussi. Mais en Chine, qu'est-ce qu'on fait avec l'Internet? Quels sont les usages les plus répandus en Chine? Donc, tout d'abord, c'est le IM, c'est les messageries instantanées. Donc, vous connaissez WeChat, vous connaissez QQ, ce sont des applications dominantes en Chine. Et en fait, une deuxième application, c'est le service de vidéo. Donc, comme YouTube, donc on a des équivalents en Chine. Peut-être un mot sur le contenu. Vraiment en Chine, donc, nous avons une politique de contrôler le contenu diffusé sur Internet. Donc, les portails de vidéos comme YouTube n'est pas accessible et Dailymotion n'est pas accessible en Chine, mais les compagnies Internet chinoises ont déjà construit des plateformes avec des services similaires en Chine. Donc, les vidéos et aussi le courte vidéo. En fait, le service de courte vidéo est parmi des applications qui se développent les plus vite. Ici, donc vous voyez les petites barres rouges, c'est le taux de, en fait, c'est l'augmentation dans les 6 derniers mois. Mais le courte vidéo s'est développé déjà depuis 2-3 ans en Chine, avec notamment l'application Douyin, c'est le nom en chinois, mais à l'étranger, il s'appelle TikTok. Donc, vous devez être familier avec cette application. Donc en Chine, c'est vraiment l'application phénoménale pour vraiment attirer beaucoup d'utilisateurs à passer beaucoup de temps sur ces contenus de cours de vidéo, que ce soit instructifs ou divertissants, etc. Mais sur ces contenus de courtes vidéos, ces compagnies ont construit vraiment un monde économique autour de ces contenus. C'est-à-dire que dans chaque vidéo, donc, il y a les contenus qui sont partiellement je peux dire en vente. C'est-à-dire que si on aime des contenus, on peut s'inscrire, on peut payer pour recevoir des contenus. Et aussi, il y a la commerce en ligne qui s'installe très vite dans les courtes vidéos. Donc, vous connaissez des plateformes de commerce en ligne et en fait, ils intègrent leurs produits dans les courtes vidéos. Et donc, il y a aussi beaucoup comment on peut dire, on peut dire streamers ou pas, les streaming, en fait, les personnages qui sont devenus très populaires par les courtes vidéos. Donc, eux, ils font partie aussi des gens qui gagnent beaucoup d'argent par commerce en ligne. Donc ça, c'est la plus grande tendance qui révolutionne notre consommation aujourd'hui. C'est les KOL, c'est ça? Tu parlais Comment? des streamers, c'est les KOL, c'est les Oui, influenceurs, tout à fait. c'est ça? Oui, Oui, c'est d'accord. l'influenceur. Oui, oui. Ok. C'est les KOL. Donc, je pense que vous connaissez déjà la commerce en ligne qui occupe, je pense que déjà presque la moitié des commodités vendues, c'est sur commerce en ligne en Chine déjà. Et aujourd'hui, les courtes vidéos arrivent à prendre une part de marché de commerce en ligne. Alors, je ne vais pas détailler tout ça. Bien sûr, il y a les contenus et il y a aussi les services que l'on appelait online to offline, c'est-à-dire de consulter, consommer, acheter des services en ligne et puis les avoir réalisés hors ligne, dans les boutiques, dans les lieux de service, etc. Donc ici, vous voyez les meal take-offs, les plats à emporter, les livraisons de nourriture et aussi prendre un taxi par les applications. Et il y a aussi un aspect de collaboration, de travail. Donc ça, c'est
plutôt suite à la situation de crise sanitaire. Donc, nous avons utilisé, tout comme aujourd'hui, des applications comme Zoom dans notre environnement de travail. Voilà, je ne sais pas si vous trouvez des différences entre les Chinois, les Indo-Chinois et vos comportements sur Internet en France. Et après, alors, donc il faut quand même parler de WeChat. Donc ici, j'ai voulu mettre cette image pour dire que WeChat, en moins de 10 ans, WeChat est vraiment devenu un portail de l'Internet. C'est la seule application qui est, je dirais, essentielle dans notre vie. On ne peut pas vivre sans. C'est-à-dire, ce n'est plus une application ce n'est plus une application de messagerie, c'est le réseau social, c'est aussi un centre de contenu, c'est-à-dire les vidéos, les actualités, les magazines, les articles. En fait, on ne regarde plus la télé, on n'écoute plus à la radio, mais on ne regarde plus les journaux. Mais toutes les informations sont obtenues à travers WeChat. Je parle de la situation générale. Beaucoup de gens ne consomment des informations que par WeChat. C'est-à-dire que cette application a vraiment un écosystème riche en contenu, tout en ayant une forte influence. Et aussi, c'est un portail de services. Quand je dis service, c'est-à-dire que c'est comme un nouveau mode des outils informatiques. Au lieu d'avoir des applications, en fait, on peut utiliser WeChat pour avoir des mini-programmes de temps, pour consulter tous les services de télécom, les services de banque, les services je sais pas, fiscal, médical, etc. Tout est en WeChat. Donc, ça, c'est à la fois très comment dire, très facile à utiliser. Et d'autre côté, on devient beaucoup plus dépendant de WeChat. Alors, quelques chiffres pour vous décrire un peu la puissance de WeChat. Donc, WeChat, c'est l'application par la compagnie Tencent. Donc, Tencent, c'est la compagnie, WeChat, c'est leur produit. Donc, dans le monde, WeChat a aujourd'hui 1,2 milliard utilisateurs au monde. Je pense que c'est un peu inférieur à Facebook qui a à peu près 2 milliards, mais c'est quand même une application très puissante. Et donc 5% l'année dernière. À côté, c'est son grand frère QQ. Donc ici, le MAU, c'est le Monthly Active User, l'utilisateur qui a utilisé au moins une fois dans un mois. Donc, le QQ est en train de perdre des clients. Donc, mais toujours à peu près 600 millions, ça me paraît toujours énorme. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, donc WeChat a pu vraiment accumuler des contenus, des services dans son portail, à sorte qu'aujourd'hui, si on parle de l'Internet, ce n'est plus un Internet libre, c'est-à-dire ce n'est plus 3W, on tape l'adresse, on arrive où on veut, mais c'est plutôt un empire, je dirais, sous la règne de WeChat. Pourquoi ça? Parce que les utilisateurs aujourd'hui, quand ils vont chercher quelque chose, c'est tout de suite dans WeChat parce qu'on est collé sur WeChat tout d'abord par la messagerie, les réseaux sociaux. Donc, c'est très facile pour nous de consulter les choses directement en WeChat sans devoir sortir la conversation avec mes amis ou mes collaborateurs au travail. Alors, comme on est vraiment un utilisateur intense de WeChat, même les entreprises, même les marchands, par exemple, si aujourd'hui je veux faire du business sur l'Internet, d'avoir un site Internet n'est plus la priorité. Mais il faut forcément avoir un compte officiel sur WeChat. Il faut forcément avoir une influence par WeChat. Donc ça, c'est pour moi
peut-être la réussite de Tencent, mais est-ce que c'est la meilleure chose pour les utilisateurs? Je n'en suis pas certain. Et il revient aussi à dire que les régulateurs en Chine est aussi en train de réfléchir sur cette question. Donc, il s'agit tout d'abord de la monopolie numérique. Est-ce que le marché est dominé vraiment par deux, trois compagnies? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est aussi des régulations sur des services un peu sensibles comme la finance, parce que les compagnies Internet aujourd'hui utilisent leur plateforme informatique très puissante pour faire des services financiers, donc FinTech, vous connaissez ce terme. Donc l'État est en train de voir est-ce que les FinTech vont être en conflit avec la banque centrale, les banques commerciales, etc. Et troisième chose, c'est la sécurité, des sécurités numériques ou le cyberdéfense, que ce soit pour les utilisateurs ou pour l'État. Donc, ça devient un sujet récurrent dans les plans de l'État. Donc, je pense que c'est quelque chose que l'on doit suivre de près pour voir donc WeChat. Donc, alors sur cette page-là, je reviens à dire un peu les services de courtes vidéos est devenu viral. Donc, on y passe beaucoup de temps. Donc, c'est la même question. Donc, les géants dans ce service, c'est tout d'abord TikTok. Donc, la compagnie s'appelle ByteDance. Donc, il y a l'application TikTok et l'application Douyin, et Tencent est en train de faire la même chose pour concurrencer. C'est un nouveau écosystème. Aujourd'hui, on n'arrive pas encore bien interpréter comment l'écosystème de ByteDance avec leurs cours de vidéo vont évoluer dans les années qui suivent. Mais on sait que ça pourrait être aussi un écosystème révolutionnaire. Alors, toujours sur TikTok, bon, il y a TikTok, ils sont aujourd'hui un peu partout. Vous devez comprendre l'histoire avec TikTok aux États-Unis, comment Trump voulait l'interdire aux États-Unis, mais finalement, il a pu toujours rester vivant, donc pour avoir une influence internationale. Ça, je vais passer. Et commerce en ligne, c'est quelque chose que je voudrais peut-être aussi mentionner, c'est-à-dire que avec les compagnies Internet qui arrivent avec leur technologie informatique qui a complètement changé la façon de faire le business, que ce soit des commodités ou des services. Donc vraiment, commerce en ligne est entré dans notre vie depuis il y a 10 ans et a vraiment en fait, développer une base de clients, des habitudes de consommation sur Internet et aussi révolutionner toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis la fabrication, de la fabrication jusqu'à la distribution, livraison, même le recyclage et tout, toute la chaîne de provision est aujourd'hui numérisée par les plateformes de commerce en ligne. Alors, je ne vais pas parler de cette slide-là. Donc, il faut savoir aussi, la commerce en ligne est en train de jouer son rôle à l'international à travers des frontières. Comme vous savez, bien sûr, la Chine exporte beaucoup. Et encore pendant la crise sanitaire, on voit que le transport, la logistique a eu des contraintes et la commerce en ligne a pris ses chances de se développer encore plus rapidement. Un mot sur logistique, hein, avec tous les commodités qui passent, qui est aujourd'hui centralisée sur les plateformes de commerce en ligne, les compagnies comme Alibaba, comme JT.com en Chine doivent aussi chercher des solutions pour permettre la gestion logistique
c'est-à-dire la provision, livraison. Ici, vous voyez, c'est une scène des robots. Avec les robots, on arrive à faire des tri de manière plus efficace. Et aussi, ça, c'est quelques technologies qui comprennent Internet des objets, intelligence artificielle et aussi des capacités des logiciels, etc. Alors, donc, commerce en ligne et logistique, donc on passe maintenant à parler de paiement mobile. Donc, paiement mobile, si vous êtes déjà venu en Chine, donc vous connaissez un peu les deux compagnies Alibaba et Tencent. Ce sont les deux plus gros compagnies qui sont dans le paiement mobile aujourd'hui. On les appelle les paiements tiers, c'est-à-dire par rapport à la banque centrale et par rapport à la monnaie digitale aujourd'hui déjà lancée en Chine. Donc les paiements mobiles, les paiements mobiles tiers, ce sont des applications qui utilisent leur propre plateforme informatique d'effectuer l'identification, le paiement et puis comment on peut dire les liquidations, je ne sais pas comment dire en fait, c'est les transactions entre les marchands et les consommateurs. Donc en Chine je pense que depuis ça doit faire 5 ans, 8 ans, donc on a vraiment généralisé les méthodes de paiement mobile tout d'abord avec l'essai de NFC. Donc, NFC, vous connaissez bien avec Apple Pay ou des terminaux. C'est un premier camp d'utilisation des paiements mobiles. Et après, les compagnies chinoises, Alipay et Tencent, ils ont certainement inventé un mécanisme d'utiliser les QR codes. Les QR codes pour identifier un marchand, pour effectuer un paiement. Ils ont vraiment passer de la difficulté technique sur les devices parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de devices qui sont compatibles avec NFC et ils ont proposé cette manière de QR code qui ne coûtait pas cher, qui était très facile à utiliser. Donc, la méthode de paiement mobile par les QR codes s'est très vite généralisée en Chine. Donc, ici, à droite, vous voyez quelques chiffres, c'est Alibaba et Tencent. En fin 2018, les deux ont déjà pris quasiment la plupart de parts de marché, donc avec 54 pour Alibaba et Tencent à peu près 40. Aujourd'hui, les banques, en fait, c'est levé aussi avec leur propre plateforme de fintech pour proposer, pour promouvoir leur paiement mobile qui s'appelle UnionPay, donc c'est China UMS qui aujourd'hui arrive à concurrencer avec les compagnies Internet. Mais il faut comprendre que ce sont des camps de fintech vis-à-vis des banques traditionnelles. Alors, un paiement mobile très facile à utiliser avec les QR codes pour faire des achats, pour débloquer, déverrouiller un vélo, pour accéder au métro, etc. Alors, après les usages numériques, j'aimerais quand même souligner un peu les technologies avancées. Donc, en termes de technologie, vous savez bien qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'on est une société de données avec les algorithmes de l'intelligence artificielle, avec les développements robotiques. Donc, on arrive à décrypter beaucoup d'informations que l'on ne savait pas avant avec des technologies aujourd'hui pour analyser plein de choses. Donc, parfois, ce sont des usages bien pour analyser l'environnement, pour analyser notre production, par exemple, pour l'aspect industriel. Mais aussi, ça nous fait peur d'avoir des robots qui sont capables d'analyser nous, les personnes, les utilisateurs.
Donc ça, c'est un grand débat pour tous les compagnies Internet. Mais on voudrait toujours dire que seulement sur le niveau, au niveau technologique, on arrive à avoir des avances sur les recherches des algorithmes de l'intelligence artificielle. Et aussi en Chine, c'est, on peut dire grâce à son très grande échelle de déploiement et aussi une très grande vitesse d'adopter ces technologies de IA. Donc, nous avons pu accumuler pas mal de données pour encore approfondir nos connaissances sur l'intelligence artificielle, sur le potentiel de la technologie de l'IA. Donc, il y a les compagnies Baidu, Tencent, Alibaba et aussi Didi, vous connaissez, c'est la compagnie qui a racheté Uber en Chine. Et nous parlons beaucoup aujourd'hui de la Smart City, donc la ville intelligente. En fait, tous les aspects intelligents, donc on en parle, notamment dans le concept de la ville intelligente. Nous avons eu des usages comme les hôtels équipés avec assistance vocale, avec les robots, pour faciliter notre expérience, et aussi dans les restaurants et à la banque, etc. Ce sont des usages qui sont déjà pas mal déployés autour de nous en Chine. Donc, ce sont des services que moi, j'ai déjà personnellement essayé. Donc, il y a des avantages. Parfois, c'est efficace, parfois, c'est marrant d'interagir avec des robots. Mais ça pourrait aussi être frustrant parce que les performances ne sont pas encore au niveau de notre attente. Donc, par ça, je veux dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour développer une société numérique avec tous ces aides intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu que IA et les robots vont être de plus en plus présents dans notre vie. Et après, comment interagir avec eux, comment vivre en harmonie avec eux, c'est vraiment des questions ou des très grandes responsabilités pour ces entreprises Internet et tech. Alors, la troisième partie de la présentation, c'est sur la supply chain de ICT, c'est-à-dire la fabrication de tous les devices et les équipements. Pardon. Ici, j'aimerais dire que vous connaissez le concept de Chine en tant que l'usine du monde. C'est vrai que si on regarde les équipements ICT, télécom et IT, la plupart des équipements physiques, des matériaux physiques sont fabriqués en Chine. Par exemple, les smartphones, les PC, les serveurs, les routeurs, les équipements de réseau. Donc, la plupart sont fabriqués en Chine. Donc, nous avons en Chine, en fait, une chaîne de valeur qui est aussi large et complète. Du niveau semi-conducteur, les chipsets, aux conception et fabrication, et puis les marques pour proposer des produits jusqu'au service qui intègrent tout ça. Donc, vous voyez ici, c'est un petit schéma pour présenter les riches ressources industrielles disponibles en Chine. Il ne faut pas oublier, ici j'ai mis Chine continentale, c'est par rapport à Taïwan. Donc, Taïwan, c'est particulier, donc je ne vais pas en dire plus, mais l'industrie taïwanaise contribue aussi énormément dans notre écosystème ICT, dans notre chaîne de valeur ICT, avec tous ces équivalents
du chipset jusqu'aux terminaux et services avec de grands noms que vous connaissez forcément. Par exemple, Foxconn qui travaille pour Apple et aussi d'autres compagnies qui sont à l'échelle comparable avec Foxconn, Decathlon, Wistron, Kista, Quanta, etc. Et je pense qu'il faut aussi regarder, en fait, le sujet qui a évoqué beaucoup de discussions, c'est sur les chipsets. Donc, vous connaissez, pour la partie fabrication de chipsets, fabrication des composants semi-conducteurs, donc on les appelle les fonderies. Donc, c'est des compagnies qui les fabriquent selon le design des fabless. Donc, ceux qui ne fabriquent pas sont appelés des fabless en anglais. Par exemple, Qualcomm, Broadcom, MediaTek, etc. Mais aujourd'hui, notamment depuis les concurrences et les guerres économiques entre la Chine et les États-Unis, on est de plus en plus conscient de l'importance de l'industrie de chipsets, les fonderies. Donc aujourd'hui, le plus grand fonderie dans le monde, c'est TSMC. Donc c'est une compagnie taïwanaise qui fabrique pour tous les grands concepteurs des chipsets, qui fournit en fait quasiment 2 tiers des consommations des chipsets pour nos devices smartphones, les PC, tablettes, même pour les réseaux, les serveurs. Donc, c'est très important. Je voudrais vous parler aussi un peu de la situation aujourd'hui de la guerre sur les semi-conducteurs et aussi les efforts de la Chine pour développer vraiment cette partie qui était pour la Chine, qui n'était pas ses avantages, c'est la conception des chipsets et aussi la fabrication des équipements de fonderie. Donc, vous connaissez les chipsets. C'est fabriqué avec une très grande précision de l'ordre de nanomètres. Donc, on arrive aujourd'hui à quelques nanomètres en précision. Donc, pour les fabriquer, il faut vraiment avoir les technologies, l'expertise sur mécanique, sur optique, sur en fait tout un système d'expertise pour la fabrication de haute précision. Mais la Chine n'est pas encore très développée là-dessus, donc c'est pour ça que suite à ces incidences autour des semi-conducteurs, la Chine a maintenant favorisé le développement de l'industrie semi-conducteur depuis la source des équipements de fabrication et le design, et la conception. Et après, la fabrication, la fonderie, donc on en a en Chine, mais c'est ceux qui utilisent les équipements aujourd'hui encore essentiellement étrangers. Et après, une fois les chipsets sont fabriqués, la fabrication des terminaux, la conception des terminaux pour la Chine, c'est quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire en masse et en compétences. Alors, peut-être, je regarde le temps, donc quelques petits mots sur la dernière partie, innovation. On dit qu'en Chine est en train de monter en compétences en innovation. Pour donner quelques indices, c'est que depuis 2018, la Chine est devenue le premier dans le classement des applications de brevets internationales. Donc, la Chine a déjà dépassé les États-Unis, le Japon pour avoir le plus nombre d'applications de brevets. En termes de compagnies, donc vous voyez ici la compagnie Huawei qui arrive en premier, même devant Samsung et des compagnies japonaises. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'investissements aujourd'hui sur la R&D pour essayer d'innover. En fait, la Chine innove déjà, mais auparavant, on se disait que peut-être les innovations chinoises étaient plutôt portées sur des applications, c'est-à-dire comment utiliser les technologies, comment proposer des usages. Mais sur la partie de deep tech,
le deep tech, que ce soit sur les hard ou le côté logiciel, n'est pas vraiment la force de la Chine. Mais aujourd'hui, beaucoup d'investissements sont orientés vers les recherches profondes et les recherches fondamentales. Alors, en termes d'innovation, ce n'est pas seulement les grandes compagnies qui font la recherche et développement, c'est aussi la participation encouragée des startups, la participation des startups soutenues par l'État, soutenues par les fonds, par les venture capital, par les grandes compagnies, tout comme en France, on a notre programme d'accélération, incubation, justement pour identifier de nouvelles technologies innovantes et puis les aider à se développer pour pouvoir peut-être découvrir le prochain Tencent, le prochain Alibaba, justement pour pouvoir monter en compétences encore plus sur l'innovation. Donc en Chine, nous avons de grandes villes qui servent comme des pôles de développement de l'innovation, à l'instar de Pékin. Donc c'est le centre de capital, le centre de tous les investisseurs qui sont réunis à Pékin, et aussi il y a des politiques qui encouragent l'innovation. À Shanghai, je voudrais dire que la compétence de Shanghai, c'est plutôt sur la partie de FinTech, parce qu'il y a beaucoup d'institutions financières à Shanghai pour développer tout ce qui est les FinTech, les services financiers, et aussi avec la commerce en ligne, et pas mal sur semi-conducteurs aussi. L'industrie de chipsets. Alors, Hangzhou, c'est aussi une autre ville qui s'est montée très, très vite avec quelques compagnies stars comme Alibaba, comme Hikvision, pour vraiment développer un écosystème local de l'innovation des startups essentiellement autour de commerce en ligne. Alors, Shenzhen, où je suis actuellement, donc c'est le grand Bay Area de la Chine pour l'innovation tech. Donc, à Shenzhen, nous avons le siège de Tencent, nous avons Huawei, ZTE. Donc, c'est vraiment l'endroit où il se passe beaucoup de choses pour l'innovation. Il y a beaucoup de startups. En nombre de startups, c'est plutôt Shenzhen qui mène en premier, aussi la chaîne de valeur de fabrication, de conception pour pouvoir très vite réaliser une idée. Alors peut-être un petit mot sur Hong Kong qui sert toujours comme un lien entre la Chine continentale et le monde occidental. Voilà, donc pour finir, en fait, les 4 aspects de la Chine, c'est bien sûr infrastructure télécommunications par les telcos sur 5G, et aussi en fait c'est les compagnies internet en Chine qui vraiment mènent cette avance technologique, et aussi une très riche source de fabrication et d'industrialisation. Et bien sûr, c'est un pays qui est très ouvert à essayer, à adopter des nouveaux usages numériques. Voilà. Merci beaucoup. C'est la partie présentation. Merci beaucoup Louia pour cette présentation. Je pense que ça donne un état des lieux quand même déjà assez complet en juste 1 heure de tout ce qui se passe en Chine dans ce secteur-là. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et alors moi, bon, c'est vrai qu'on avait prévu 1 heure au départ, mais peut-être on peut, si tu peux grappiller un petit peu pour quelques questions qu'on a eues dans le chat et puis d'autres qui ont été posées à l'avance. Peut-être d'abord commencer sur la partie consommation, habitudes de consommation, parce que c'est vrai qu'il y a un gap assez important entre les habitudes de consommation chinoises et françaises. À un moment donné, tu parlais du temps passé sur le téléphone. Et donc, il y a une question, c'est voilà, l'accélération de la numérisation de la Chine et ses limites. Est-ce qu'on va vers plus de 10 heures par jour passées par une personne sur Internet?
Est-ce qu'on a atteint un maximum? Et dans ce cas-là, comment les entreprises s'y préparent? Est-ce que WeChat y pense et vous chez Orange? Je pense qu'aujourd'hui, si on parle d'un point de vue d'entreprise, c'est bien sûr plus d'en passer. C'est mieux pour les entreprises de pouvoir vendre leur contenu, vendre des services, etc. Je pense que c'est dommage que les internautes aujourd'hui ne sont pas conscients de temps passé ou de temps perdu, si je peux dire, hein, sur l'Internet. Mais je ne veux pas dire que c'est pas bien d'utiliser des applications informatique parce que notre société est en train de changer, notre mode de vie est en train de changer. Il faut être ouvert, il faut adopter ces applications, il faut adopter des outils numériques. Mais est-ce que les outils vont se présenter toujours sous forme de smartphone ou d'autres formes? Je pense que ça, c'est une tendance que on va voir. Peut-être on ne sera pas obligé à regarder toujours notre écran, le petit écran. Mm. Quand on parlait du concept de métaverse, c'est-à-dire que les contenus numériques, l'interaction, façon d'interaction va être beaucoup plus variée, beaucoup plus facile à utiliser que notre smartphone aujourd'hui. On est convaincu que le smartphone va disparaître un jour, Ah oui, mais sous quelle forme il va qui réapparaître? qui va le remplacer? C'est aujourd'hui peut-être on regarde beaucoup sur les casquettes et AVIA, mais peut-être d'autres technologies. Je pense que dans 5 ans ou 10 ans, euh, ça va être complètement changé. D'accord. J'avais une question, mais alors là, il faudrait peut-être préciser le contexte. Ça a été posé dans le chat Oui. par Thomas. Il faudrait distinguer dans ces données les chiffres du marché intérieur chinois et ceux des utilisateurs hors Chine pour mesurer les performances sur les marchés étrangers. Alors par contre, c'était dans un contexte. Je pense au début de ta présentation. Si la personne qui a posé la question veut préciser, elle peut actionner son micro. Sinon, moi, j'ai une autre question. En fait, justement pour ces chiffres, quand on dit les utilisateurs, par exemple, de WeChat, etc., ça, c'est à l'échelle internationale. Mais au début, pour la partie télécommunications, c'est essentiellement sur la Chine, parce que les trois opérateurs ne sont pas ailleurs. C'est pas comme Orange, on est sur plusieurs pays, mais les trois Ouais. opérateurs sont essentiellement sur le marché chinois pour le service télécom. D'accord. Ok. J'espère que ça répond à la question pour Thomas. Moi, j'ai une autre question, peut-être plus sur l'innovation à ce moment-là. Tu parlais de Oui. l'écosystème chinois, par exemple du nombre de brevets. Donc, il y a un dynamisme qui est quand même assez dingue. Comment tu expliquerais ça? Est-ce qu'il y a des différences? Je sais pas, est-ce que c'est dans peut-être la façon de travailler? Est-ce qu'il y a un écosystème qui a été créé déjà de toutes pièces à un moment donné en Chine, peut-être par des aides du gouvernement ou comment on crée cet écosystème-là? Voilà. Toi qui es dans ce milieu chez Orange, comment tu le vis? Et comment on pourrait s'en inspirer peut-être en France ou au contraire, voilà, il y a peut-être des choses à revoir de ce côté-là. Quel est ton point de vue là-dessus? D'où ça vient? Ouais, je pense qu'on peut regarder peut-être deux angles. Tout premièrement, c'est l'angle vu des gouvernements, parce que le gouvernement chinois a vraiment euh, en fait, encouragé l'innovation et l'entrepreneuriat depuis 2013 en tant qu'une force de développement économique en Chine. C'est-à-dire que on est conscient de notre niveau d'innovation, notre capacité intellectuelle dans les recherches et développement. On était conscient qu'on n'était pas vraiment au top si on compare avec les Ouais, États-Unis, avec ça part l'Europe. d'une prise de conscience en fait. Ouais, D'accord. c'est une prise de conscience et c'est aussi la stratégie nationale de pouvoir renforcer cette partie de recherche et développement. Et deuxièmement, je pense que ce sont des entreprises en tant que fournisseurs de biens et services, et aussi en tant qu'investisseurs, parce que la Chine reste quand même un très grand marché pour beaucoup d'entreprises. Donc, les entreprises visent sur la possibilité de la Chine de pouvoir consommer plus sur
des nouvelles technologies, en fait toutes les biens et services produits ou générés par de la nouvelle technologie. Donc, vous remarquez qu'avec les technologies, on a vu aujourd'hui des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant. On consomme des jeux vidéo, on consomme des contenus purement numériques et aussi les services robotiques, les choses autour de nous. Ça, ce n'était pas à nos côtés. Mais pour les entreprises, ce sont des nouveaux marchés. Et la Chine, c'est un grand marché pour eux de se développer avec leur technologie. Oui, il y a un marché en fait derrière qui est aussi là pour recevoir. Donc, on peut investir d'un côté, être aidé en effet par le gouvernement, donc ça aide beaucoup. Mais en plus, il y a un marché qui est prêt, et qui est dynamique à recevoir ça, quoi. Donc, j'ai peut-être aller à ce moment-là jusqu'à la limite à ce moment-là. L'innovation en Chine est-elle uniformément pardon, développée? Est-ce qu'elle couvre vraiment tout le territoire? Voilà, ou alors elle est concentrée plutôt dans des hubs, vitrines. Moi, je sais qu'il y a eu une époque où c'était un peu ça, quoi. Quand on allait du côté de Pékin, il y avait vraiment, il y a toujours des centres ultra dynamiques et qui sont là vraiment pour aider, comment dire, pour construire le système d'innovation chinois au niveau national. Mais est-ce que il n'y a pas pour l'instant encore c'est pas un petit peu en fait des hubs qui sont éparpillés sur le territoire, mais qu'en est-il de l'innovation au niveau national, quoi? Est-ce qu'il y a encore peut-être l'innovation qui va se développer vers l'ouest? C'est quoi la suite en fait de ça? Est-ce que ça va pouvoir se consolider? Effectivement, ce n'est pas homogène en Chine. Comme je vous ai présenté, les 5 grandes villes sont des pôles en fait, qui ont pu accumuler tout d'abord de l'argent, les capitaux, et puis les talents, les personnes et les marchés. Ce sont des 3 facteurs qui décident où les innovations peuvent se produire. Donc aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt de grandes villes, mais des villes au centre et à l'ouest, de la Chine sont aussi en train de sortir des politiques favorables à l'innovation, à l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que comme la plupart des populations chinoises sont sur le côté est, donc ça crée une écart. On est en train de aussi essayer de homogénéiser un peu la situation avec les mesures de politique favorables. Par exemple, on paye moins d'impôts, on a plus d'accès aux fonds d'investissement dédiés pour le développement dans l'Ouest, par exemple. D'accord. Merci beaucoup. Il y a une question dans le chat, mais j'en ai peut-être une avant. Parce que là, on est écouté par beaucoup d'étudiants, mais on a aussi peut-être des entreprises. Et j'ai compris aussi que ces technologies, ça va tellement vite, il y a tellement d'applications possibles que déjà suivre WeChat, c'est déjà pas mal, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus que ça. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour des entreprises ou tout simplement donner un état des lieux de la façon d'utiliser les réseaux sociaux, par exemple. Voilà, toi qui conseilles certainement des sociétés, est-ce que tu vois il y a un retard et comment le combler pour une entreprise française qui voudrait être connue en Chine et qui ne maîtrise pas tout ça, hein, Ouais. a priori. Je pense que tout d'abord, c'est l'empire WeChat que j'ai déjà expliqué. Donc, pour être accessible en Chine, donc il faut tout d'abord avoir une apparence sur WeChat. Donc, il faut avoir la visibilité. Heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont déjà en Chine, qui ont pris cette habitude d'interagir avec leurs clients sur WeChat, par exemple. Air France, par exemple, même la RATP qui n'opère pas en Chine, mais ils attirent des voyageurs chinois via WeChat et aussi beaucoup de marques françaises dans l'alimentation, dans le luxe, etc. Donc, ils sont déjà bien sur WeChat. Alors, donc, je disais tout à l'heure, le prochain tendance pourrait être dans l'écosystème de courtes vidéos, donc TikTok. Peut-être encore plus loin, ce sera des métaverses. Ce sera Pardon? métaverse, ce sera dans la réalité purement virtuelle. D'accord. Et ça, c'est pour dans combien de temps?
peu près? Je dirais peut-être 5 ans à 10 ans Ah oui, encore. d'accord, donc ça vient quand même, hein. 5 à 10 Oui, donc là, tu parlais peut-être de TikTok, tu parlais des KOL, des influenceurs. ans. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne énormément en Chine. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas forcément cette habitude-là. Ça peut être un débat. Alors là, c'est un sujet qu'on ouvre peut-être pour une prochaine conférence. Mais voilà, Ouais. peut-être une prise de conscience. Et moi, j'ai juste une parenthèse là-dessus. C'est toi qui est en contact aussi avec des entreprises françaises, mais qui travaille d'ailleurs dans une entreprise française. Est-ce que tu vois un choc culturel là-dessus? Comment tu réussis à faire comprendre certains aspects qui sont très importants en Chine à prendre en compte, par exemple TikTok, par exemple les KOL, voilà, comment tu fais la pédagogie là-dessus et est-ce que tu crois que les entreprises françaises sont en retard ou pas du tout? Non, je ne pense pas qu'il y a, il y a une question de retard ou pas, hein. Je pense que Ouais. la Chine et la France, donc on a vraiment des cultures différentes. Pour répondre simple, c'est que la Chine est plutôt une société collective, tandis que la France et les Français sont plutôt, ont plutôt tendance à être individuels plutôt que collective. Mais c'est pas absolu, hein, c'est pas dans l'absolu, Bien mais sûr. juste pour faire une comparaison. C'est-à-dire que les Chinois, on a vraiment l'habitude d'être dans les réseaux sociaux, dans le partage, dans le show-off même, pour créer cet écosystème de contenu qui est riche, mais parfois qui est même ennuyeux, mais c'est même ennuyant, mais Ouais. c'est parfois très dynamique. Ouais, ouais, tout à fait. Je le vis au quotidien. Ah, il y a une question. C'est la salle de classe qui a levé la main. Est-ce que Oui. vous pouvez activer votre micro? Oui. Bonjour, voilà. Bonjour. Bonjour, Bonjour. je parlais pour mes élèves. C'est un groupe qui a appris le chinois. Donc, je voudrais demander une question. Comme on parlait de les trois atouts importants pour avoir innovation, il y a une partie pour le talent. Donc, ça veut Oui. dire que je voudrais, par rapport aux ressources humaines, pour les élèves françaises qui ont pris le chinois, est-ce que, voilà, avec ce genre de profil, pour travailler dans le domaine de nouvelles technologies, est-ce que ça porte des avantages ou par rapport à vous, comme vous êtes directeur, peut-être dans Orange, est-ce que vous avez besoin de ce genre d'élèves? Je pense que la réponse est oui, bien sûr, parce que vraiment dans le domaine de la technologie, on sait que les étudiants français ont des avantages pour avoir une capacité d'analyse logique, pour avoir des expertises ou avantages sur, par exemple, intelligence artificielle, parce que vous êtes fort en mathématiques. Donc, tout ça, en fait, ce sont des expertises pour le développement en Chine. Et après, chez Orange, comme on n'est pas très grand en Chine, mais je peux bien sûr essayer de voir s'il y a des opportunités de coopérer pour accueillir plus de talents français, parce qu'aujourd'hui, les compagnies chinoises, les entreprises chinoises tech sont en train de prendre encore de plus grands pas à se développer à l'étranger. Donc, ils ont besoin des talents français pour les aider dans ce parcours de développement à l'international. Donc, bien sûr, dans le siège, un profil français, multiculturel et avec un parcours tech sera le bienvenu. D'accord. Alors, vous avez entendu? Oui. Voilà, on dit merci. Bien le chinois. On va démarrer chinois. Petit. Si. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question peut-être de la salle ou moi j'enchaîne parce que j'ai une transition parfaite là. C'est quel avenir pour le développement des sociétés de communication et de réseaux sociaux chinois à l'étranger? Alibaba, Xiaomi, WeChat, TikTok. Comment elle voit ça? Là, tu nous as déjà répondu en partie en fait. Elles pensent déjà à se développer, bien sûr. Et elles le font. Je pense que la tendance est sûre, c'est que ces compagnies Internet chinoises vont se développer à l'étranger. Mais après, il faut vraiment qu'elles réfléchissent bien sur la localisation, c'est-à-dire adapter leurs produits, adapter leurs services et aussi adapter leur mentalité.
dans leur conception de produits. Par exemple, si je prends un exemple, c'est sur la protection des données personnelles. Donc, par exemple, les devices, les téléphones de Xiaomi a déjà eu pas mal d'incidents sur l'inspection de la sécurité, etc. Et aussi avec la technologie intelligence artificielle chez Orange, même on avait essayé de proposer des services IA, des caméras installées dans nos lieux, mais ça n'a pas abouti parce que il faut vraiment considérer en fait le marché local. Est-ce qu'un produit ou un service sera bien accepté ou pas? Ça, c'est vraiment l'expertise locale qui décide. Donc, je pense que dans leur parcours de développement à l'international, une coopération entre l'équipe chinoise et l'équipe locale est vraiment primordiale. D'accord. Donc, besoin de gens comme la salle de classe tout à l'heure qui connaissent les deux cultures. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Une question dans le chat qui était restée en suspens, c'était quel impact j'imagine, ces nouvelles technologies, quel impact ces nouvelles technologies ont-elles sur l'écologie? Ça, c'est une très bonne question parce que justement, aujourd'hui, on regarde cet aspect avec beaucoup plus d'attention parce qu'aujourd'hui, on parle de la neutralité carbone pour essayer d'éliminer l'émission, etc. Donc ça, c'est pas seulement sur la fabrication. Avant, on discutait ça que pour la fabrication. Mais aujourd'hui, les compagnies Internet, les compagnies purement tech, on doit aussi considérer ces impacts, ces responsabilités sociales sur l'écologie. Tout d'abord parce que les technologies sont des atouts qui peuvent aider à bien protéger l'environnement, être favorable à l'écologie. Et deuxièmement, en fait, toutes les technologies, toutes les compagnies Internet, les services derrière, on consomme aussi de l'énergie. On a des serveurs, on a des data centers, donc on consomme aussi de l'énergie. Il s'agit aussi de bien réfléchir en interne comment optimiser ces consommations énergétiques. Donc, je pense qu'il y a des enjeux vraiment avec des compagnies tech et heureusement, ils sont aussi maintenant bien dans la réflexion et on espère dans l'action bientôt. Oui, bah c'est vrai que là, il y a le passage aussi à l'action, puisqu'on voit, là c'est vraiment d'actualité. Je ne sais pas comment c'est perçu en Chine en ce moment, mais nous, on parle beaucoup des rapports du GIEC, l'ONU, et c'est vrai que là, il y a vraiment une urgence. En tout cas, il y a une prise de conscience, mais quand on a, par exemple, c'est beaucoup de serveurs, par exemple, qui finalement consomment, en fait, on ne le savait pas avant. On avait l'impression que c'était juste un mail qu'on envoie. Ouais, il y a beaucoup d'enjeux. Et est-ce que tu penses que voilà, l'innovation en Chine, en ce moment, c'est un sujet qui vous aussi vous intéresse beaucoup? Comment ça se passe en Chine de ce point de vue-là? En Chine, comme en fait l'État chinois a aussi, comment on dit, défini notre objectif d'atteindre le sommet d'émissions de carbone et aussi la neutralité en 2000, je pense 2050. Je crois, ouais. Je sais Il me plus. semble, mais si quelqu'un peut confirmer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises chinoises, que ce soit des grandes entreprises ou des startups, ils sont déjà mobilisés à vraiment réfléchir sur la question de l'écologie. Déjà, dans leurs produits et services, ils sont en train de calculer leur footprint carbone, ils sont en train de communiquer tout premièrement, s'interroger et puis de communiquer avec leurs clients pour indiquer l'impact qu'ils ont avec leurs services. Aujourd'hui, on a peut-être un device de téléphone marqué à côté carbon footprint, mais peut-être demain, on aura avec notre facture de télécommunication le chiffre indiqué aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les consommateurs, il faut sensibiliser les entreprises pour travailler ensemble. Très bien.
On a explosé le Voilà, temps, mais 2060. Merci. mais c'était un peu prévu, voilà, d'avoir des questions-réponses et je suis content qu'on ait cet échange-là. Moi, j'ai peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en ai juste peut-être une dernière. C'était parce que tu parlais tout à l'heure et en plus on a des étudiants là qui nous regardent. Donc on pourrait parler un petit peu pour une dernière question, le système d'éducation. Et le système d'éducation chinois est bien sûr très différent du système français. Quel frein ou avantage tu vois dans le système, toi qui connais le système chinois et sans doute le système français, voilà, quel frein et avantage pour l'innovation en Chine? Est-ce que tu penses que le système d'éducation chinois permet d'avoir une innovation qui est dynamique ou alors il y a certaines limites peut-être en termes de créativité? Est-ce qu'il y a des changements? On voit qu'il y a beaucoup de changements en ce moment, par exemple sur les jeux vidéo, ce genre de choses-là. Tout à Euh, fait. quelle direction ça peut prendre et voilà, et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour toi et qu'est-ce qui est un atout? Mm. En fait, depuis longtemps, on est critiqué pour être, pour ne pas être innovant, pour plutôt restreindre les pensées des élèves dans notre système d'éducation. Mais ceci est en train de changer. Donc, en fait, pour deux périodes. Tout d'abord, c'est les éducations de plus petits élèves. Oui. Donc là, aujourd'hui, on est en train de changer notre système plutôt système d'examen, donc système d'évaluation. Système d'évaluation pour que les élèves aient plus de temps à prendre en fait, leurs intérêts, à étudier de manière beaucoup plus libre et flexible au lieu de rester sur le chemin qui vise à réussir des examens. Et deuxièmement, Mhm. en éducation, en haute éducation, donc dans l'université, on encourage les étudiants aussi à penser à l'innovation, à avoir cette conscience de devoir créer quelque chose au lieu de simplement apprendre les cours et de passer les examens, c'est-à-dire que réfléchir déjà aussitôt sur leur carrière avec un esprit ouvert sur l'innovation et création. Ça, ce n'était pas le cas auparavant, mais c'est en Mhm. train d'avoir des effets. Mais ceci, c'est un processus qui durera longtemps Oui. pour avoir des effets. D'accord. Bah, écoute, oui, il y a juste une petite information. C'était objectif de neutralité carbone en Chine à l'horizon 2060. Oui. Voilà. Donc merci, monsieur ou madame Chang. Oui, merci. Très bien. Bah, écoute, moi, sauf si tu veux ajouter quelque chose ou qu'on a une question de dernière minute, sinon, bah, madame, voilà. Sinon, bah, écoute, je vais juste te remercier encore une fois et puis voilà, d'avoir pris ce temps-là, d'avoir fait une présentation aussi complète. C'était pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup de sujets là-dessus, à la fois pro, B2B et B2C, c'est-à-dire sur les consommateurs, les habitudes de consommation. Donc, bah, tu as fait ça avec merveille. Merci. Et puis, voilà, c'est. Et bah, Merci. écoutez, on aura d'autres conférences de ce type dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent même d'ailleurs. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à nous suivre. Et donc, bah, Louia, je te remercie pour cette conférence. Merci. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Merci à tous. Bientôt. Bon Au revoir. après-midi ou soirée pour si vous êtes en Chine. Merci, au revoir. Au revoir. Salut, Louia.